encore d'être parmi vous, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque mercredi pour WebPress. WebPress aujourd'hui vous fait découvrir d'autres intelligences. Cette émission, c'est pour nous, femmes et hommes des médias. Aujourd'hui, je reçois Charles Kinkankou d'Amen TV. Très heureuse d'être parmi nous. Merci beaucoup, Madame Poète. Moi, je suis très content de me retrouver ici sur ces plateaux. Merci. Le plaisir est partagé. Pour la première fois, en tout cas, quelqu'un du net, comme vous le savez aujourd'hui, l'information passe aussi par le net. Et je ne sais pas si on aura cette guerre entre la presse dite traditionnelle et la presse sur Internet, mais très heureuse aujourd'hui de recevoir Voice of Congo. Eh bien, Eric Bokula, très heureuse d'être avec vous. Merci maman, une fois de plus, merci. Merci beaucoup. Et je vais terminer avec Eddie Kaniki, qui n'est plus à présenter. WebPress, c'est sa maison. Eh bien, il est journaliste indépendant. Très heureuse encore d'être avec vous. Merci beaucoup pour l'aide. Voilà. On est déjà au mois de février. Fini, en tout cas, les vœux pour l'année cette année. Nous allons entrer dans les vifs du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler un peu. Nous allons commencer un peu par ce bruit-là. Moi, j'aimerais bien que les intelligences qui sont dans mon pays en parlent. La rumeur sur la qualification, entre guillemets, des léopards qui a vraiment envahi la ville. C'était le lundi, si je ne me trompe pas. Ouais, comment expliquer que Kinshasa ait vécu ça? L'information est partie. D'où est partie cette rumeur? Bon, comme vous le savez, Kinshasa, c'est une ville des rumeurs, parmi des villes africaines où la rumeur prend toujours place de la vraie information. Kinshasa est parmi ces villes-là. Vous souvenez-vous que, je crois bien, c'était l'année passée, lorsque Vecleb a été disqualifié, non, je crois, 2015 si je ne me trompe pas, Vecleb a été disqualifié l'année passée. L'année passée, contre Sundowns, justement. Lorsque Vecleb a été disqualifié, au lendemain de cette information-là, il y a eu des rumeurs qui circulaient à Kinshasa que Mamelodi Sundowns est écarté au profit des Vita Club. Donc, ça a toujours été comme ça à Kinshasa, donc ce n'est pas une surprise pour moi. Ce n'est pas une surprise. Eric Bokula, mais il y a quand même un fond de vérité. Moi, mon fils Joyce Lofoli est vraiment féru du ballon. Lui, il a dit, maman, non, il y a eu quand même eu deux joueurs. Il y a eu un joueur qui a eu 2 cartons jaunes, mais qu'on ne l'a pas expulsé lors de ce match. C'est vrai? Pas vraiment vrai. Je ne pense pas qu'il y a des fonds de vérité. Ça. Encore, comme vous m'avez présenté d'être un journaliste du net, en fait, je pense que le blâme doit venir sur nous. Ah, oui. Parce qu'en fait, il s'avère que la rumeur est partie d'un article de, je crois, 2 ou 3 ans passés, qui parlait de la disqualification, bien sûr, du Ghana, mais c'était un ancien article. Quelqu'un a juste pris ça et repris, et tellement que les Congolais voulaient ça. Vous voyez, quand on était un peu désespérés, c'est comme ça que... Donc c'est ça un peu le problème avec le net. Nos amis, nos amis qui nous suivent sur le net, parfois, ne savent pas choisir, en fait, les articles à suivre, mais sources quand fiables. même, ce joueur-là, il y a eu 2 cartons jaunes lors de ce match RDC-Ghana. Effectivement, il y a eu des cartons jaunes, effectivement. Mais l'on dit que, puisque l'équipe du Ghana passait au quart de finale, les 2 cartes jaunes s'annulent. Donc, c'est un des règlements de la CAF. C'est un des règlements de la CAF. Les 2 cartes jaunes, comment dirais-je, pouvaient servir à sanctionner le joueur si il devait jouer un autre match dans la première journée, dans la phase éliminatoire. À supposer qu'ils avaient déjà joué le 2e match et qu'ils doivent jouer le troisième match, c'est-à-dire la 3e journée. En ce moment-là, les 2 cartes auraient permis exactement. Mais comme il a eu ça pendant le 3e match et qu'il devait passer au quart de finale, à partir de ce moment-là, les 2 cartes jaunes tombent caduques. Voilà. Ok, il faut aussi savoir comprendre un peu le règlement de la CAF. Voilà, mais vraiment pour cet éclairage. Voilà, en tout cas, Eric Bokula nous a dit, essayons aussi de temps en temps de mettre à jour nos articles et peut-être cela pose aussi un peu confusion. Alors, nous prenons en tout cas un peu l'intérieur de notre pays parce qu'on dit souvent Kinshasa n'est pas la RDC. Nous allons un peu au Kasaï, Charles Kinkankou. La toute première question, moi, on me pose, est-ce que Mwenda Sampou est-il réellement mort? Oui, Mwenda Sampou a été sauvagement abattu par les éléments de la police, de FARDC, lorsqu'ils sont intervenus à Tchimboulou pour mettre fin à l'insécurité qui sévissait dans ce coin du pays.
effectivement, il a été abattu. Il y a eu des photos qui ont circulé sur Internet et des sources concordantes, des habitants des Kananga et aussi des Chimbulu affirment que Kamwina Sapou est décédé. Mais comme vous le savez, dans cette histoire, il y a eu de la maladresse de la part des autorités provinciales qui n'ont pas pu dès le début étouffer cette affaire dans l'EF, qui n'ont pas voulu, comme le demandaient ces miliciens, de prendre langue avec eux afin d'aplanir les divergences. Les autorités provinciales ont préféré intervenir mano militari pour mater ces gens. C'est ainsi que finalement, aujourd'hui, on est revenu à la case du départ où les autorités cherchent maintenant à prendre langue avec les autorités coutumières. Oui, les autorités coutumières, mais plus précisément les gens de Kamwina Sapou. C'est ça un peu ce qui s'était passé. Kamwina Sapou a été effectivement abattu, mais ces gens sont restés là. Ils continuent avec. Ces gens-là, les adeptes de Kamwina Sapou, sont jeunes, on voit les images. Est-ce que vous avez vraiment un peu leurs revendications? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils revendiquent quoi? Au départ, c'était bien sûr l'assassinat, si je peux l'appeler un peu comme ça, de leur leader, Kamwina Sapou, qui en fait, si je ne m'abuse pas, était un docteur qui vivait en Afrique du Sud et tout ça. Au début, c'était cela. Mais il s'avère que les choses ont un peu changé. Il s'emballe dans ce vent qui commence ici à Kinshasa. Il y a toujours des révolutions, il y a toujours les gens... Parce que, comme dernièrement, il n'y avait pas de revendications spéciales quand ils ont essayé d'envahir la ville à l'arrivée de M. Badi Banga. Il n'y avait pas de revendications spéciales. On s'est dit que maintenant, peut-être qu'ils sont utilisés ou peut-être qu'ils ne voulaient pas son arrivée. Mais en tout cas, au début, c'était plus l'assassinat de leur leader. Et y a-t-il récupération? Comme on dit toujours, les gens ici, on récupère. Y a-t-il instrumentalisation des adeptes de Kamwina Sapou? Non, Comment cette crise perdure? L'autorité ne parvient pas à maîtriser cette situation. Non, je ne crois pas qu'il y ait instrumentalisation parce que ces adeptes de Kamwina Sapou existaient bel et bien avant la situation politique qu'ils sont en train de vivre actuellement. Et le confrère a fait allusion à l'assassinat du chef coutumier Kamwina Sapou. C'était bel et bien avant ces histoires de la Senko, avant que les mandats du président Joseph Kabila prennent fin, etc., etc. Mais moi je crois que le problème c'est beaucoup plus, ou la responsabilité si vous voulez, on doit l'incomber beaucoup plus à nos gouvernants. Parce que vous savez, lorsque vous êtes gouverneur de la ville, vous êtes autorité de la police, de l'armée, bref, lorsque vous êtes autorité, ça veut dire que le peuple reconnaît en vous, n'est-ce pas, leur protecteur, le protecteur de leur vie, le protecteur de leur bien. Mais lorsqu'une milice comme celle-là, ça fait déjà à peu près plus de 6 mois, plus de 8 mois que cette milice existe, alors que nous avons la police, alors que nous avons les autorités en République démocratique du Congo qui doivent nous protéger, moi je pense que la responsabilité ici incombe à nos autorités. Charles Kekankou, est-ce qu'aujourd'hui le centre de la RDC est en train de s'esthétiser? Moi j'invente le mot. L'Est se déplace vers le centre aujourd'hui? Bon, je ne peux pas facilement dire que l'Est se déplace au centre parce que la situation à l'Est du pays n'est pas exactement la même que celle que vivent les habitants du centre. À l'Est, souvenez-vous qu'il y a beaucoup de trafiquants, il y a beaucoup d'affairistes qui cherchent à exploiter les minéraux de ces côtés-là. Il y a des minéraux au centre aussi, non? Oui, justement, il y a vraiment au centre. Non, parce que moi je connais un petit peu ces coins-là. Je connais à Timbulu. Timbulu, il n'y a rien, il n'y a pas de richesse des sous-sols là-bas. Il n'y a ni diamant, non, rien du tout. C'est seulement à quelques kilomètres de Kananga où on trouve les nickel-chrome. Mais à Timbulu, il n'y a rien. C'est une population qui s'adonne vraiment aux activités champêtres. Il n'y a pas de diamant là-bas. Mais la pauvreté est vécue réellement dans ces coins-là du pays. Il y avait certaines revendications sociales faites par
les leaders de ces coins-là, notamment les chefs coutumiers comme Nassapou, comme le confrère Ayer les rappelait, c'était quand même un intellectuel. Il a évolué en Afrique du Sud, il a fait ses études là-bas et finalement, à la mort du chef coutumier qui avait remplacé, il est revenu rapidement pour accéder au trône. Tout à fait. Et il a commencé à demander, à revendiquer certaines choses auprès des autorités provinciales, notamment la construction des infrastructures sociales, sanitaires, qui font défaut juste aujourd'hui à Timboulou et dans tous ces coins-là. Et il y a aussi ceux qui pensent que les coins, les Kasaï centrales, aujourd'hui, est marginalisé dans la répartition des responsabilités au niveau du gouvernement central. C'est ainsi que les Kamwina Sapou et les autres ont pu ainsi se servir de cette pauvreté-là pour commencer à revendiquer des choses. Et n'ayant pas trouvé un accord favorable, le gouvernement provincial ne s'étant pas attelé pour trouver des solutions adéquates aux problèmes sociaux qui se posaient dans le coin, c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons cette milice qui constitue une véritable métastase dans les Kasaï. Vous allez dans les Kasaï orientales comme Nassapou est là-bas, vous allez dans les Kasaï centrales, dans les Kasaï. Et dernièrement, on parlait même de... Il y a eu une réunion dans l'ex-Katanga où les gouverneurs de ces coins se sont réunis pour réfléchir comment arrêter la montée en puissance des Kamwina Sapou qui cherchent à avoir des tentacules même au Katanga. Donc c'est un problème à prendre au sérieux et je pense qu'il est encore temps que les autorités au niveau central et provincial puissent se mettre ensemble pour trouver solution à ce problème. Comparaison n'étant pas raison, Eric Bokula, est-ce qu'aujourd'hui, Kamwina Sapou est le nouveau Moulélé, Pierre Moulélé? Puisque on ne sait plus, ça devient un mythe, on dit que vous nous confirmez qu'il est bien mort, mais son mythe devient de plus en plus fort, comme était Moulélé à l'époque. Normalement, pour l'instant, comme je l'ai dit au début, et c'est comme le frère aussi vient de le dire, ce n'est plus seulement un problème de la personne, l'individu Kamwina Sapou, c'est un problème général. Et moi, j'aime même ce que vous venez de dire, que l'esthétisation, je ne sais pas comment vous avez étudié ça. En fait, le problème qu'on a à l'Est commence à venir partout. On a le même problème. Au Bas-Congo, on a le même problème à l'Est. Et encore une fois de plus, c'est ce que je veux aussi souligner, ça prouve en tout cas l'insuffisance ou peut-être l'indiscipline, je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas notre armée n'est pas point. Parce qu'à l'Est, on condamnait souvent le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi, que voilà, ceux qui sont en train d'armer ces groupes armés. Mais aujourd'hui, on a un problème au centre du pays. Quelle est la base arrière? Quelles sont les bases arrière? Il n'y a pas de base arrière, ce sont des jeunes qui sont armés généralement, c'est un peu comme les Katanga et tout ça au Katanga. Exactement. Donc c'est un problème un peu général. Et ce qui est étonnant, comme je viens de le dire, c'est le fait que l'armée n'arrive pas à maîtriser ces jeunes gens. Et du coup, on a un gouvernement, le gouvernement, comme je l'ai suivi dernièrement, le gouvernement essaie de négocier avec ces gens. Quelque part, c'est bien, on parle du dialogue toujours partout, mais ça prouve l'insuffisance des autorités, et même des autorités locales qui disent que parfois c'est difficile en fait d'identifier ces jeunes gens. Parce que tout ce qu'ils font pour s'identifier entre eux, c'est juste une bande rouge. Donc ils peuvent laisser ça n'importe où, et quand ils sortent, ils mettent la bande rouge. Ça prouve une fois de plus que notre système, le système sécuritaire RDC est vraiment capital. Mais à Kinshasa, pour rebondir à ce qu'il disait, pardon Kaniki, mais le Premier ministre devait normalement se rendre là-bas pour une visite, je peux me permettre peut-être de travail ou quoi, mais il n'est pas parti là-bas, parce que paraît que l'accueil n'était pas très bien et tout ça. Est-ce que c'est la peur, Badi Banga a-t-il peur de se rendre au Kasaï pour régler personnellement cette situation? C'est une autorité, hein, une autorité. Avant de descendre quelque part, il doit s'assurer que sa sécurité est garantie. Et juste au moment où Badi Banga devait effectuer, n'est-ce pas, son voyage pour le Kasaï, effectivement, on a vécu cette résurgence de cette ministre Kamwina Sapou. Et moi, je crois qu'il n'était même pas indiqué qu'à cette période-là et à ce moment-là, qu'effectivement, le Premier ministre Badi Banga puisse effectuer la descente au niveau du Kasaï. Mais ce que moi, je ne comprends pas, c'est le fait que ici à Kinshasa, nous avons vécu cette histoire ici de opération du Kofi. Avant l'opération du Kofi, il y avait encore une autre opération, alors où n'est-ce pas, la police a
a fait en sorte qu'on puisse mettre hors d'état de nuire le jeune gens que nous appelons le Kuluna. Et on a vu comment à un certain moment, la ville, ou si vous voulez, la sécurité était revenue dans la ville de Kinshasa, simplement parce que l'autorité, qui est la police, avait pris les choses en main et il a pu mater ces Kuluna qui mettaient les désordres dans la ville de Kinshasa. Alors, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ou comment ou qu'est-ce qui fait qu'au niveau de Kassai, jusqu'alors, 8 mois après, une année après, on n'arrive pas à mater cette milice. Alors que nous avons une autorité à la fois politique, nous avons aussi la police qui est chargée de sécuriser le bien et les personnes. La question reste posée. Nous restons encore avec vous, Edi Kaniki. Est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Kamwina Nsapu devient un mythe aujourd'hui? Et combattre un mythe, c'est presque un combat perdu d'avance. Tout à fait. Combattre un mythe, c'est un combat perdu d'avance lorsqu'on n'attaque pas la tête. Hein, les stratèges vous diront que dans une rébellion ou si vous voulez dans une guerre normale, l'objectif ultime c'est de pouvoir décapiter la tête. La tête, c'est-à-dire l'autorité, n'est-ce pas, qui dirige la milice ou l'armée qui vous assaillit. Alors ici, la stratégie serait, parce que Kamwina Nsapu, c'est vrai, il est mort, mais il y a quand même quelqu'un à la tête qui est en train de diriger la milice. Et c'est cette personne-là qu'on doit rechercher et trouver comment décapiter cette tête. Et moi, je vous dis que ces problèmes de Kamwina Nsapu trouvera bel et bien une solution. On en parlera. Jean-Pierre Kaembe est très heureuse de vous recevoir, groupe RTGA. Je reviens encore aujourd'hui. C'est confirmé, vous aussi en tant que journaliste d'investigation, il est mort. Vous avez les éléments pour nous dire, pour nous affirmer aujourd'hui qu'il est bel et bien mort. Mais écoutez, d'abord bonjour Madame Meilleur. Je vous en prie. D'après nos informations, parce qu'on a vu une photo du cadavre du chef traditionnel Kamwina Nsapu. Les montages, ça existe aujourd'hui, comme vous le savez, avec la nouvelle technologie. Hein? Oui, on sait avec que la nouvelle technologie, voilà. On peut publier n'importe quoi, mais nous avons en tant que journalistes des personnes ressources qui, on le sait, quand cette personne publie une information, elle doit être généralement vraie. Donc aujourd'hui, la mort de Kamwina Nsapu ne peut pas faire l'objet d'un quelconque débat, n'est pas un mythe. Il est bien confirmé qu'il est mort. Alors, est-ce qu'il y a des revendications? C'est ça. A priori, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces jeunes sont des Kulunas, tout simplement, ce sont des Kulunas. Kamwina Nsapu entretenait une milice. Une milice qui l'aidait dans ses déplacements, dans ses affaires. Il faisait payer des taxes. Donc, il avait instauré à Tchimboulou une sorte de... un État dans un État. Situez un peu, parce que pour les Quinois, situez-nous Tchimboulou, c'est où? Bon, je sais que on n'a peut-être pas de carte, mais c'est dans le centre vraiment ou c'est dans... Oui, c'est au Kasaï central, mais je ne connais pas exactement... C'était quel Kasaï de l'époque? C'était quel Kasaï de l'époque? C'est une Kasaï occidentale. Donc, Kamwina Nsapu faisait payer des taxes, il faisait arrêter des gens, il maltraitait qui il voulait. C'était un petit roi clé, un petit seigneur de guerre. Pas de guerre peut-être, mais un roi clé. On ne peut pas accepter dans un État démocratique où nous avons la police qui s'occupe de la sécurité des personnes et de leurs biens, nous avons l'armée qui s'occupe de l'intégrité du territoire national, que l'on permette à un individu, chef coutumier fut-il, de se croire tout permis. C'est comme ça qu'il y a eu une intervention. On a tenté d'arranger cette histoire à l'amiable, il n'a jamais voulu. On a envoyé des policiers qui l'ont tué. Et donc, ces miliciens ne pouvaient s'arrêter devant personne ni rien. Et donc, c'est comme ça qu'il avait tellement le vent en poupe qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on a envoyé un dernier renfort qui n'a pas marché. J'ai appris aux dernières nouvelles qu'on a pris un commando venu de Kinshasa qui est allé, qui a été menacé aussi. Mais comme on sait, la force est à la loi. Il est tombé. Il est tombé, son cadavre avait été ramené à Kananga où il aurait été enterré en toute discrétion parce que au jour où nous parlons, personne ne sait où exactement il est chef coutumier, paraît-il, devait être enterré avec des rites. C'est un chef coutumier, c'est peut-être ça aussi une des revendications. Mais lui-même n'a pas d'abord respecté parce qu'on n'est pas chef coutumier, on est évidemment sur ces terres. Mais quand vous lisez la loi sur le fonctionnement et tout ça de chefs coutumiers, ils se réfèrent. Ils ne sont pas dieux, ils ont aussi des responsables. Les chefs coutumiers, en fait, sont sous l'autorité de qui, en fait? Du ministère de l'Intérieur. Du ministère de l'Intérieur. Donc, Kamwina Nsapu, je crois qu'au regard de tout ce qu'il avait fait, il ne méritait plus
les honneurs. C'est comme ça qu'il a été enterré dans ces conditions. Et aujourd'hui, ce que ces partisans réclament, c'est que ces restes leur soient rendus. Mais ça, pourquoi ça tarde? Pourquoi on ne peut pas rendre les restes de ce monsieur pour peut-être apaiser la situation? Si ce n'est que ça. Je lisais un billet sur Internet selon lequel il n'a pas été enterré seul, c'est-à-dire qu'il y a eu une petite cérémonie dans l'intimité avec certains de ses proches, et comme on sait qu'il avait été abattu dans ces conditions, il ne pouvait pas être... si on montrait aux gens les lieux où il a été enterré, ça pouvait devenir un lieu de culte, connaissant les c'est un peu genre Obama, un peu genre Ben Laden. Par exemple, ce qu'on a fait de Ben Laden, je ne dis pas que c'est ce qu'on a fait de Kamana Ntsapou, mais c'est comme ça que les choses se sont passées. Aujourd'hui, moi je me dis qu'il ne faut même pas négocier avec ses partisans. Mais on négocie bien avec les rebelles du M23, Jean-Pierre Kayembe, on négocie bien avec ceux qui pillent, violent à l'Est, et quand c'est un concitoyen, vous voulez dire qu'on ne peut pas négocier. C'est un Congolais, lui au moins, c'est un Congolais. Mais les autres, ils ont encore des nationalités douteuses. On négocie avec quelqu'un qui a des revendications, avec quelqu'un qui a une représentation, on sait c'est situé, on sait c'est référé. Quand on parle Kamana Ntsapou, c'est tel. Quand on parlait du M23, on savait que ça pouvait être Laurent Kunda ou Sultan Makenga ou que sais-je. Mais quand on ne connaît pas qui est à la tête de cette histoire, qui pilote, qui arme ces jeunes gens, comment ils arrivent à s'affronter. Mais ils n'ont pas d'armes à feu, ils n'ont des flèches. Moi j'ai appris, ils n'ont des flèches, ils n'ont pas d'armes à feu. C'est un mouvement mystico-politique. Ah, c'est un peu le genre Bundudia Congo, nous allons en parler. Donc vous comprenez que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre Kananga aussi des chefs traditionnels, on doit les réunir, monter des stratégies, chercher à mettre... Genre couvre-feu à Kananga pour essayer de... Bon, le problème c'est qu'ils sont imprévisibles. Aïe. Ils sont imprévisibles, c'est des civils, on ne sait pas où ils sont, comment les attaquer. Voilà, c'est ça le mythe. C'est ça le mythe. Nous allons au Bas-Congo. Il y a encore une situation, vous avez suivi les propos tenus par le chef de Bundudia Mayala. Maintenant, je ne sais pas si c'est encore Bundudia Congo. Qu'est-ce qui se passe au Congo central aujourd'hui? Mais c'est comme je l'ai dit, maman Paulette, on résume ça à une seule chose, c'est la misère en fait. C'est la misère qui pousse aujourd'hui les gens à faire cela. C'est ça, on parlera d'une revendication ici, d'une autre de l'autre côté, mais en fait ça se généralise. À qui on avait le Kuluna? Et c'est la même chose, quel que soit le soi-disant... Et comme vous venez de le dire vous-même, au Kassai, il n'y a pas de revendication en fait. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Qu'on leur rende le corps de ce monsieur, peut-être. C'est pas du tout. Si vous dites que c'est ça les cas, que diront-on maintenant de eux, les Bundudia Mayala? Vous voyez que en fait c'est la misère. Je crois que la jeunesse congolaise en a un peu marre et essaie de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Mais Bundudia Mayala, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Moi, je parle d'une manière générale. Mais vous avez des éléments bien précis. Oui, je vous en prie. C'est une affaire d'intimité. Tout ce qu'on sait, c'est que monsieur Zachary Badengela, qui est né Mwandantemi, après avoir... C'est son nom en fait. C'est ça son vrai nom. Okay. Il a rencontré le chef de l'État, il s'est déclaré pro-dialogue, et ce discours n'est pas passé dans son fief. On sait que le Bas-Congo, de manière générale, c'est un fief... Acquis à l'opposition, comme on dit. À l'opposition, vous comprenez. Donc, quand il est parti prêcher le dialogue, il avait été... On a hurlé sur lui, on a lapidé son cortège, et il est vu retourner ici à Kinshasa. Et puis, par après, il y a eu les négociations de la cité de l'Union africaine. Son parti était présent, et dans la répartition des postes, son parti a été casé au niveau... On a donné à son parti un vice-ministère, je crois, au niveau des travaux publics. Ah, okay. Et là, c'est disant que le parti ne mérite pas un tout petit poste, en quelque sorte de la désavouer. Le monsieur qui a accepté ce poste, qui est en quelque sorte son... Comment il s'appelle le monsieur? Alors, le monsieur, on a brûlé ses biens au Bas-Congo et tout ça. C'est là qu'il y a le problème. Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai lu un document dans lequel monsieur Badengela demandait à Papi de financer son nouveau mariage, en quelque sorte. Il venait de divorcer d'avec une de ses épouses ou sa première épouse et voulait en épouser une autre. J'ai lu ça dans un document du BEDEM. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Donc Papi a dit qu'il ne pouvait pas, par rapport à la philosophie du parti qui en même temps... tout ça, on ne comprend pas. Donc c'est quand il renonce
au financement de ce mariage, qu'il s'attire les amis, et c'est comme ça que Bedem va instrumentaliser sa base de Kimpese, qui va s'apprendre bien de Papi Mantezolo. Donc exactement, c'est un problème d'intimité, un problème entre... Un problème interne, on peut le dire. Mais est-ce que ça n'impacte pas avec la situation au Congo central aujourd'hui? Parce qu'on a ouï dire que les gens on n'est pas tribaliste, mais on parle quand même qu'eux se plaignent, le Congo central est marginalisé, qu'ils n'ont jamais obtenu un poste au sein de la primature. Il n'y a jamais eu un premier ministre au Mukongo ou Nekongo, comme eux-mêmes qu'on les appelle. Est-ce que c'est pas ça aussi? On n'est pas en train d'instrumentaliser un peu cette population? Non, mais moi je ne crois pas. Je sais déjà que le Congo central est toujours un peu fédéraliste, aime toujours être un peu à l'écart depuis l'accession de notre pays en indépendance. Madame Paulet, je n'aime pas trop parler de l'instrumentalisation. Moi, je n'aime pas trop parler parce que j'estime que le peuple congolais n'est pas immature. Hein. Dans la plupart des cas, quand vous comptez le nombre d'étudiants qu'il y a en République démocratique du Congo, vous allez tout de suite comprendre que le peuple congolais, d'une manière générale, a étudié. Donc, on ne peut pas dire que chaque fois qu'il y a un mouvement insurrectionnel, il s'agit de la... Comment on appelle ça encore? De l'instrumentalisation. Mais ça, je voudrais dire ici, c'est quoi? Le collègue ou le confrère a parlé de la pauvreté. Moi, je dirais plutôt, c'est l'absence du pouvoir de l'État. Parce qu'on parle de l'Est, on parle du Kasaï, on parle maintenant du Bas-Congo, alors que la personne habilitée à apporter les calmes, je reviens encore là-dessus, c'est la police, c'est l'État congolais. Comment une question, comme venait de mieux l'expliciter le confrère Jean-Pierre, une situation qui concerne un parti politique, un mouvement politique, comment on peut le laisser s'étendre au niveau de toute une province? Vous parlez du fait que les ressortissants du Bas-Congo, du Congo central, estiment qu'ils sont marginalisés. Moi, j'ai dit non. J'ai suivi à la télévision, il y a 2 ou 3 jours, si pas hier, j'ai suivi qu'ils ont organisé une activité où ils ont reçu le ressortissant du Congo central qui ont été nommés ministres. Donc, ça veut dire qu'ils se retrouvent dans ce gouvernement et ils ne sont pas marginalisés. Il y a le docteur Matoussi, là, qui est ministre, qui n'est pas vice-ministre, mais qui est ministre. Et puis, à côté de lui... le poste de Premier ministre, j'ai bien donné... non, mais ils n'ont pas à se plaindre du Premier ministre, sinon c'est toute la République démocratique du Congo. Sinon c'est toute la République démocratique du Congo qui va se plaindre de n'avoir pas un Premier ministre. Un Premier ministre, on n'en a qu'un seul. Ils ont eu le Premier président, le Kasaï. C'est ça. C'est un argument qui ne tient pas debout. Voilà, avant le retour de Charles-Étienne Kankou, nous prenons maintenant l'échec ou la réussite, selon certains, de la SENCO. Jean-Pierre Kayembe, verre à demi-plein, verre à moitié vide. Pour vous, les travaux de la SENCO, votre lecture aujourd'hui? Non, écoutez, madame, moi, au départ, je m'étais opposé à ce travaux. Je trouvais que ça ne valait pas la peine. D'autant plus que je me disais que le dialogue de la Cité de l'Union africaine réunissait tous les ingrédients possibles pour nous produire un document qui soit référentiel. Ce dialogue avait été convoqué sur base d'une ordonnance présidentielle. Il répondait ou il était conforme à la résolution 2277 des Nations Unies et puis à l'accord 4. Donc, convoquer notre dialogue, pour moi, je trouvais que c'était un dialogue de trop et de plus. Bon, parce qu'il a été convoqué, parce que le chef de l'État tenait à l'inclusivité, on a vu ce que ça donnait, mais aujourd'hui, vous avez suivi, vous êtes férus de l'Internet, vous avez vu le nouveau slogan, c'est qu'après les épisodes Oumela et Yebela, aujourd'hui c'est Ouelela, donc c'est plus, on va tous à la mangeoire. C'est plus à la recherche des postes ministériels. Le dialogue, les négociations directes de la SENCO n'ont pas réglé des problèmes fondamentaux de notre État, contrairement à la Cité de l'Union africaine où on avait un chronogramme assez tenable, un chronogramme assez précis, contrairement à l'Union africaine, à la SENCO où on a fait des choses à la va-vite pour satisfaire les appétits. C'était simplement pour faire de certaines personnes. Pour faire passer la date fatidique du 19 décembre, il y a une certaine opinion qui pense que la SENCO n'a fait qu'endormir le peuple pour que cette date fatidique puisse passer. Et maintenant, ça ragaillardit la majorité présidentielle. Même et maintenant, la SENCO, aujourd'hui, on est le 1er février, on est serré.
rien n'aurait changé, et d'autant plus que même ceux qui ont appelé les gens à manifester, ceux qui sont des auteurs intellectuels de manifestations violentes des 19 et 20 septembre, aujourd'hui reconnaissent que le président Kabila doit rester en fonction. Ils reconnaissent l'incise de l'alinéa 2 de l'article 70. Donc, a priori, vous avez même constaté qu'il ne parle plus élection, il ne se précipite plus pour les élections. Par contre, il se précipite pour avoir des postes. Aujourd'hui, vous avez vu, le rassemblement est au bord de l'implosion. Vous avez suivi un parce tweet Katumbi qui contredit son propre frère. Vous constatez que ces gens, leur problème, c'était avoir des postes et non parler des problèmes fondamentaux. Aujourd'hui, le temps passe. Présenter le candidat Premier ministre et puis le chef dans son pouvoir discrétionnaire en choisirant un. Ils ne veulent pas. Entre-temps, le temps court. Et pourtant, on est censé avoir les élections en 2017, fin 2017. Vous trouvez qu'il y a vraiment un problème? Et aujourd'hui, Etienne Tshisekedi n'est pas au pays, sûrement. Quelqu'un me disait que son bilan médical pouvait faire en sorte qu'il traîne encore en Europe. Et donc, c'est l'accord qui en prend un coup. Entre-temps, moi, je suis content que l'accord de la Cité de l'Union africaine soit déjà en exécution. On l'applique, c'est bon. Si celui-là ne marche pas, on a un autre document. Dans tous les cas, la SECO n'a produit qu'un additif, un addendum, donc un document supplémentaire qui vient compléter un document principal qui existait déjà. Ok. Eddy Kaniki, aujourd'hui, en tout cas, c'est le poste de la primature qui aujourd'hui est le centre vraiment de la guerre aujourd'hui. Vraiment, à cause de ça, on va bloquer tout un pays. Pourquoi le rassemblement, par exemple, ne peut-il pas présenter les 5 noms ou les 3 noms proposés pour que le chef de l'État lui-même puisse choisir, pour qu'on puisse décanter la situation? Se focalise-t-il seulement sur une seule personne et c'est le seul là qui peut être Premier ministre au sein de l'opposition? Non, encore que, Madame Prévette, encore que le rassemblement n'a pas encore parlé de la personne. C'est vous tout le monde le sait, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Nous n'avons pas vu quelque part un document signé par le président du conseil de salle du rassemblement donnant un nom quelconque et stipulant que c'est cette personne qui sera le Premier ministre. Là, ce n'est que des spéculations. Quoi qu'il en soit, madame, quoi qu'il en soit, moi je crois que l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est un accord qui a tout amené de bon. Si on a dit que c'est un accord opium qui a endormi le peuple. Pas du tout. C'est un accord qui n'a pas endormi le peuple, mais qui a sécurisé le peuple. C'est une différence. Ça n'a pas endormi le peuple, mais ça a sécurisé le peuple. Pourquoi ça a sécurisé le peuple? Parce que justement, le pouvoir en place avait déjà prévu tout un arsenal, n'est-ce pas, qui... On l'a vu, je n'invente rien. On a vu sur tout le coin des rues, il y avait la police, il y avait ce qu'on appelle les camions Mayamoto, il y avait tout cela, sans oublier qu'un mois avant, on a compté un nombre de morts ici dans la ville de Kinshasa, simplement parce que les gens sont sortis dans la ville de Kinshasa pour aller, comment vous dites ça, aller manifester et dire que le mandat du président de la République arrivait à sa fin. Alors, l'accord de la SEMCO, vu que le 19 décembre était une date fatidique, comme vous le dites, les évêques l'ont compris et ont fait en sorte qu'on puisse... on fait en sorte de mettre ensemble toute la classe politique de la République démocratique du Congo, de sorte qu'on puisse trouver une solution qui mettra à l'abri à la fois le protagoniste, si vous voulez la majorité présidentielle, ainsi que le rassemblement, qui a d'ailleurs la population derrière elle. Ils les ont donc mis ensemble pour qu'on puisse avoir cet accord qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, au lieu de parler de mort le 19 décembre, ou au mois de décembre, aujourd'hui nous parlons plutôt d'un accord qui fait en sorte que nous sommes en train maintenant, au niveau de chercher un Premier ministre qui aura pour rôle de nous amener aux élections. Maintenant, je vais terminer en disant ceci. Vous dites que maintenant, aujourd'hui, on commence comment dire, à s'empoigner parce que la primature. Voilà. Mais quoi de plus normal, madame? Quoi de plus normal? Parce que c'est le Premier ministre, justement, qui sera chargé d'organiser les élections. Et là, sous ce fauteuil, on ne peut pas mettre n'importe qui. On ne peut pas mettre quelqu'un qui fait allégeance au pouvoir que le rassemblement a combattu. Le rassemblement cherche à mettre sur ce fauteuil un responsable qui saura
à la fois fédérer tout le monde, mais aussi qu'il ne sera pas sous la botte de la majorité présidentielle. Éric Bokula, aujourd'hui, Jean-Pierre Khaembe l'a dit, le temps est en train de passer. Normalement, selon l'accord, les élections doivent se tenir fin 2017. Mais aujourd'hui, la guerre, c'est ce poste de Premier ministre. C'est là où, en tout cas, tout s'est arrêté. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui a dit que ce n'est pas notre faute. Atundou l'a d'ailleurs dit. Le Rassemblement ne peut pas exiger au président de la République de mettre tel monsieur. Il n'a qu'à proposer et le pouvoir discrétionnaire du chef jouera ce rôle. Est-ce que vraiment, c'est là où nous en sommes aujourd'hui? Le poste de primature? En fait, moi, je me dis que... On oublie tout et... C'est juste que ça sont des techniques, comment on dit, dilatoires des gens de la MP, en fait. L'accord le dit bien que le Premier ministre devra être proposé au chef de l'État venant par le Rassemblement. En fait. 3 ou 4, que dit l'accord? Un seul nom, un seul nom. Propose un seul nom, et le président, bien sûr, le nom. L'accord le dit bien. Ça, c'est l'accord. Et que dit la Constitution par rapport à ça? Non, là on est dans un temps un peu exceptionnel. Nous sommes la Constitution dit que M. Kabila ne veut pas au pouvoir depuis le 19 décembre. C'est ce que la Constitution dit. Donc, si là, c'est fixé à ce que dit la Constitution, vous voyez qu'on est déjà en dehors. On a un accord qui fait qu'on puisse vivre. Et juste pour essayer d'aller un peu à l'encontre du frère qui parle de l'accord du 18 octobre. Qui en fait, comme vous le savez, comme beaucoup le disent, c'était pas un dialogue, c'était un monologue. Preuve même, si on a des blocages aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 2 points de vue opposés. Il y a des gens qui veulent ceci et des gens qui veulent cela. Il y a discussion actuellement. Mais là-bas, c'est tout ce qu'on disait, tout ce qu'on avait proposé, tout le monde avait accepté. Donc c'était en fait un monologue. Et c'est cet accord qui a permis qu'aujourd'hui, on puisse voir janvier en toute sécurité, qu'on puisse même suivre... Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on dit que... On reproche à la SENCO cet accord opium qui a endormi le peuple, qui a permis à ce qu'on puisse passer cette date en toute quiétude. Et aujourd'hui, la MP se sent ragaillardie. Le MP se dit, ben voilà, c'est fini, on y est. Et bien maintenant, on peut se... Et de l'opposer. On ne veut pas les fusions de sang et on ne veut pas qu'on calme les gens. On a calmé les gens, il y a un accord, tout le monde est assis autour de la table, sur la table, et on a des blocages, venant d'où? De nos amis, bien sûr, de la MP. En tout cas, ça c'est mon avis, en tout cas. Mais bon, on doit faire des consensus. Est-ce que le Rassemblement, pour débloquer la situation, ne peut pas... manque 3 personnalités qui peuvent proposer au chef de l'État? Franchement, pourquoi l'AMP ne peut pas proposer 3 noms ou 5 noms? Pourquoi faut-il proposer, en fait? On veut pas laisser le chef de l'État désigner quelqu'un qui en fait dira oui à ce même président. Donc, mais ils sont dans l'opposition, ils ne peuvent pas dire oui au chef de l'État. C'est mieux. Oui, aussi, le nom du Rassemblement, la lutte en fait même du Rassemblement et de l'UDPS en général, se résume sur ceci. Donc il ne faudra pas... Ne personnalisons pas. Non, en fait, on a dit que là, il faut... Je vais lire l'accord, justement, sur le Premier ministre. Il dit ceci. Le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre, présenté par l'opposition politique, non signataire de l'accord du 18 octobre 2016 Rassemblement, et nommé par le président de la République, conformément à l'article 78 de la Constitution. Donc on parle d'un Premier ministre présenté par l'opposition. Voilà. C'est ça que dit l'accord. Bon, ok, il y a blocage. On peut personnaliser. On a dit, vous ne voulez pas d'un Premier ministre, béni oui. Moi, je cite les noms. On assume. On est journaliste, on est tous congolais. Prenons quelqu'un comme Kamitatou. Prenons quelqu'un comme Martin Fayoulou. Prenons quelqu'un comme Moubaké. Prenons quelqu'un comme Matungoulou. Prenons quelqu'un comme qui? Est-ce que ces gens-là ne peuvent pas tenir face à Joseph Kabila? C'est quand même diminuer l'opposition. C'est ça exactement le problème. C'est ça exactement le problème. Pourquoi ils veulent ce choix, qu'on leur laisse ce choix? En fait, si aujourd'hui on allait dans cette période de transition et que ça ne marchait pas, avec déjà M. Mende disait qu'il y aura c'est comment la majorité parlementaire et qu'on va étendre au Rassemblement. C'est comme pour dire qu'ils sont déjà au pouvoir. Et le Rassemblement ne veulent pas un échec parce que s'ils échouent, et le gouvernement, en fait, le pouvoir en place aujourd'hui dira que voilà on est avec eux. C'est pourquoi ils insistent sur ce point-là. Ils savent pourquoi ils veulent en fait cette personne. Sérieux? Oui, mon frère Charles. Madame, je voudrais rapidement revenir sur ce que les confrères venaient de dire ici. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, sincèrement, jeter la pierre sur les gens qui ont compris la nécessité du dialogue et qui sont allés
à la Cité de l'Union africaine pour prendre langue moi, j'ai posé une question bien précise. Moi, je trouve que j'ai cité des noms, j'ai donné des noms. Est-ce que ces gens-là, ne peuvent pas tenir tête à Joseph Kabila? Je vais répondre à votre question. Ceux qui sont allés au dialogue à la Cité de l'Union africaine avaient bien compris que la crise ne peut se résoudre que par le dialogue. Les rassemblements avaient monté les enchères ici. Finalement, aujourd'hui, ils sont revenus à la table des négociations sans qu'il y ait la majorité ait vidé les préalables qu'il posait du temps de Edem Kodio. Et aujourd'hui, c'est Joseph Kabila. Vous vous souvenez que c'est le président Kabila qui a demandé à la SEMCO de continuer la médiation afin que les compromis politiques puissent bénéficier d'une large inclusivité. C'est Joseph Kabila, et c'est là sur pied de l'article 24 de l'accord du 18 octobre 2016. Ça, quand même, nous devons le dire clairement. Alors, aujourd'hui, la bataille autour de la désignation du Premier ministre, moi je pense que ça, c'est vraiment une honte pour la classe politique congolaise. Il y a les rassemblements qui se retrouvent entre la méfiance entre acteurs politiques au sein du rassemblement et vis-à-vis de la majorité, et aussi entre cette méfiance-là et la suspicion légitime. Le rassemblement s'est dit que si jamais on proposait des noms au Joseph Kabila, peut-être que Kabila pourrait faire des négociations secrètes avec l'un des candidats. Donc ça revient à dire que au sein du rassemblement, ils sont sûrs, si Kabila avait parlé de n'avoir pas 15 personnes, alors au sein du rassemblement, tu sais qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent dire niet à Joseph Kabila si jamais il y a des manœuvres secrètes. D'un côté, il y a la majorité au pouvoir qui, elle, se dit que l'accord du 31 n'impose pas au président Kabila un Premier ministre. Parce que le président reste président de la République. Avec son pouvoir discrétionnaire. Oui, ce pouvoir, ces prérogatives constitutionnelles sont données par la même constitution qu'il a violé. Ce pouvoir qu'il a violé. Et si la majorité, le rassemblement peut MSCP comprendre qu'aujourd'hui, la majorité accusée depuis toujours de faire des manœuvres dilatoires pour se prendre au pouvoir, qu'il faut mettre fin à cela, il doit carrément désigner 2 ou 3 personnes afin que l'on passe à autre chose. Okay. Donc c'est un peu ça. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, Web Presse, c'est votre émission, mais le temps, la télé, c'est le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci donc à Bobo Samba d'être là, merci à toi. Donc merci aussi à tous les journalistes, Charles Kinkankou, Amen TV, Eric Beaucoup, la Voice of Congo. J'aimerais aussi vraiment que les journalistes du net viennent aussi participer à Web Presse. C'est votre espace aussi. Eddie Kaniki, journaliste indépendant, Jean-Pierre Kayembe, que j'apprécie énormément de la RTGA. Merci à Guy Lukoki qui a assuré la prise de vue. Merci à Maurice Gigandou à la régie et à Freddy Kipimo à la régie finale. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux et un gros coucou à tous les journalistes, des journalistes en action. See you mercredi prochain. Ça va, c'est vite, hein.